Eh bien, nous voilà de retour sur le plateau de la REF 21, le plateau télé que vous pourrez trouver évidemment sur la ref.org, sur Bizoboss TV, sur i-commerce.fr et sur i-marketing.fr aussi. Voilà, vous pouvez nous retrouver partout. On va parler d'un sujet qui est particulièrement à la mode, la santé. Et pour ça, je reçois Agnès de Lertsnyder. J'espère que je le prononce bien. Vous me direz si j'ai bien réussi mon exercice de prononciation. Vous êtes la directrice générale de Future for Care, avec un 4, comme ça, voilà, qui est un accélérateur et un laboratoire d'innovation de la santé. Mais je pense que vous serez plus à même de nous expliquer exactement ce que c'est que Future for Care. Je sais que c'est de la fusion, enfin c'est une idée qui vient de 4 très grandes sociétés, Sanofi, Capgemini, Generali et Orange. Et la suite, c'est vous qui allez nous l'expliquer. Merci, bonjour à tous. Effectivement, 4 comme nos 4 fondateurs, Orange, Sanofi, Capgemini et Generali, qui se sont mis ensemble pour créer un écosystème sur la santé numérique, vraiment la santé numérique. Qui est axé autour d'un accélérateur de start-up et d'un institut autour desquels on va faire vivre toute une communauté d'experts, de groupes industriels, d'académiques, d'établissements de soins, d'associations de patients, pour essayer tous ensemble de mettre nos énergies sous un même toit, dans un même lieu, pour faire avancer ce sujet de la santé numérique, avec ce constat en ce moment que notre pays et l'Europe est en train de prendre du retard par rapport à d'autres marchés, à d'autres géographies, et qu'il faut vraiment qu'on mette toutes nos énergies pour ensemble essayer de développer de nouvelles solutions et d'être plus innovants. Alors pour être très précis, quand vous parlez de santé numérique, en fait, évidemment, on ne parle pas de... Vous n'allez pas nous trouver le nouveau vaccin ARN du futur. Vous parlez, vous, d'applications autour de la santé. Par exemple, j'imagine des choses comme le développement de Doctolib ou des choses comme ça. C'est des choses sur lesquelles vous travaillez. Vous ne travaillez pas sur la santé, enfin sur la... Exactement. On n'est pas une pharma, on n'est pas non plus une biotech. On est vraiment sur tout ce que le numérique permet d'apporter aux patients, aux professionnels de soins pour améliorer leur quotidien et pour aussi améliorer leur efficacité. Il y a beaucoup aussi de choses à faire dans le domaine des SI, des hôpitaux, des établissements entre eux, de coordination. Et donc c'est tout ce que le numérique peut apporter pour faciliter la vie, pour aussi augmenter l'efficacité, ce qui dégage des sources d'économie et peut éviter de couper d'autres postes de coûts, de supprimer des lits, d'enlever des soignants. Alors, vous allez nous révéler quelques petits secrets de fabrication. Comment 4 entreprises comme Sanofi, Capgemini, Generali et Orange se retrouvent à créer un lab ensemble? Qui décide de quoi? Qui a fait quoi? Comment ça s'est passé? Parce que ça ne doit pas être facile de gérer les talents dans ces 4 entreprises et les envies. C'est vrai, alors c'est aussi ce qu'il y a de magique. C'est-à-dire que je pense que ce qui les réunit, c'est cette volonté ensemble de faire progresser ce sujet en France, en Europe, vraiment, de travailler sur les sujets aussi de la donnée, qui est au cœur de tout ce qui est numérique, et de se dire qu'il y a une place pour de la donnée et de la souveraineté numérique chez nous. Ça, c'est la première ambition qui les a réunis. Comment elles travaillent, ce qui est très intéressant, c'est leur complémentarité. Et je pense que quand on est dans la santé numérique, on ne peut pas être juste dans la santé ou que dans le numérique, et que finalement, être avec ces 2 compétences, ça nécessite d'aller s'entourer d'acteurs. Et je pense que c'est l'intelligence de ces 4 fondateurs, c'est d'avoir dit, on fait ça ensemble, et on a besoin ensemble d'aller construire cet écosystème, parce que si on n'est que dans la santé ou que dans le numérique, on ne pourra pas y arriver. Mais vous, personnellement, vous êtes plutôt dans le numérique. Vous venez plutôt d'Orange, dans mon souvenir. Moi, c'est effectivement, j'étais directrice de la stratégie d'Orange jusqu'il y a encore quelques semaines. Mais je suis en train de m'entourer aussi de beaucoup de compétences du monde de la santé. Et on va tous dialoguer pour faire progresser ces sujets. Et qu'est-ce qui vous a poussé à passer du monde merveilleux d'Orange finalement à l'innovation, santé quel a été le moteur de cette envie? C'est cette conviction que dans le domaine de la santé, le numérique a encore beaucoup à apporter. Il y a des secteurs entiers qui ont été complètement révolutionnés par le numérique, qui ont changé nos vies. Et je pense que sur la santé, il y a encore
énormément de choses à faire, beaucoup de croissance sur ce marché. Les initiatives sont foisonnantes, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est d'aider les jeunes entrepreneurs, les startups à passer le cap de la mise sur le marché, de s'industrialiser et vraiment de devenir des acteurs de poids. Et la conviction forte que j'ai, c'est que pour arriver à faire ça, il faut savoir combiner les énergies de grands groupes et celles de start-up et les moyens des deux. C'est l'innovation d'une start-up, l'innovation de jeunes talents avec les moyens de distribution, la notoriété de grands groupes qui peuvent les aider, les propulser. Et c'est ça qu'on va essayer de faire sur Future for Care. Alors, d'un point de vue très concret, en fait, vous allez donc proposer à des start-up qui travaillent sur la santé numérique de venir vous rejoindre. Alors, où et pourquoi faire et quel est je dirais, le plan de développement que vous allez proposer à toutes ces startups? Alors, dans un lieu assez merveilleux qui est au Bioparc dans le 13e arrondissement, qui est un lieu de plus de 6000 m² qu'on est en train de réaménager complètement et de repenser pour pouvoir travailler avec des méthodes de coopération et de co-innovation. À partir de quand? À partir de septembre, on va lancer un appel à projet. On va sélectionner les gens et les startups qui vont rejoindre notre écosystème. Et les premières startups qu'on va intégrer, onboarder, on dit chez nous, arriveront en novembre avec tout un programme d'accompagnement au travers de, dans notre vocabulaire, ce qu'on appelle des labs, où elles rencontreront des experts pour les aider sur ce chemin un peu critique qui est la mise sur le marché. Actuellement, vous avez déjà des candidats Absolument. Pour en avoir une petite liste. Alors, ces candidats, ils travaillent sur quoi et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces, en termes d'innovation, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces futures pépites? Alors ces candidats, ils ont des profils très variés, déjà, ne serait-ce que parce qu'ils viennent de partout, et en France et en Europe. C'est souvent des startups matures, parce que c'est ce qu'on recherche, nous les aider au moment de la commercialisation. Donc c'est pas des tout jeunes pousses qui viennent d'avoir une idée, c'est des équipes qui sont un peu structurées et qui peuvent travailler sur des choses aussi variées qu'une app qui va vous permettre de suivre votre maladie à distance, qu'un système d'information qui va coordonner deux départements ou deux services dans un hôpital. Et c'est des startups qui viennent donc plutôt de la technologie, enfin c'est plutôt des startups technologiques. C'est un mélange des deux. Et c'est ça qui est à la fois magique et difficile. C'est-à-dire que c'est faire dialoguer ce monde médical et scientifique avec ce monde numérique. Et avec aussi des notions de temps qui, dans ces deux disciplines, ne sont pas du tout les mêmes. Le monde numérique est habitué à des cycles de vie très très rapides, là où les process médicaux, les essais cliniques, le développement de produits, de dispositifs médicaux prennent beaucoup plus de temps. Et donc c'est arriver à faire que cette alchimie soit possible qui est un challenge. Alors vous parlez d'open innovation, vous parlez d'un écosystème d'open innovation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de la recherche qui va se faire. Quel sera quels seront les rôles des différents partenaires du projet? Je pense notamment à un Sanofi ou à un Orange dans le développement de ces startups. Est-ce qu'elles vont leur offrir des débouchés ou est-ce qu'elles vont juste leur faire un accompagnement technologique, administratif? Alors un peu des deux, c'est-à-dire que les fondateurs là vont mettre à disposition chacun une quinzaine de leurs collaborateurs en résidence dans l'écosystème, dans notre lieu, pour accompagner ces startups et pour leur donner les bons points de contact dans leur groupe. Ces grands groupes sont tentaculaires. Pour une startup, arriver à avoir le bon interlocuteur pour nouer un partenariat, pour trouver un marché, pour trouver un réseau de distribution, ça peut prendre des mois. Et donc, l'idée, c'est un peu d'accélérer ça. Et puis, on cherche à réunir autour de nous une quinzaine d'autres groupes industriels qui viendra compléter ce dispositif et aider et rendre ce réseau encore plus puissant et plus diversifié. Alors justement, c'est l'occasion. Là, on est à la REF. Tous les grands groupes sont là. Vous cherchez à élargir votre réseau. À qui, par exemple, vous pensez à qui on peut nommer, on peut donner des exemples. On espère que très bientôt on pourra vous dévoiler le nom des futurs partenaires, mais ça pourrait être effectivement beaucoup de ceux qui aujourd'hui sont ici réunis et qu'on aimerait avoir dans notre écosystème, qui sont soit des acteurs qui sont déjà présents dans la santé, déjà présents dans le numérique, l'un ou l'autre, ou qui cherchent à s'y diversifier. Et ils sont nombreux. Et là, je fais un petit peu appel à votre regard, un petit peu d'expert justement. Pendant les confinements, pendant la crise sanitaire, qu'est-ce que vous avez trouvé de remarquable dans le développement d'applications? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Est-ce que c'est le développement fulgurant d'un Doctolib ou d'un
Moi, je pense que ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on s'est rendu compte que la vitesse était possible. C'est-à-dire que très souvent, ces projets-là, vous citez Doctolib, on pense que ça va être long à mettre en place. Et en fait, il y a tout d'un coup des catalyseurs qui font que c'est très vite possible. Toutes les entreprises ont basculé du jour au lendemain en télétravail. Il y a des choses qui étaient des projets qu'on ne voulait pas entreprendre parce qu'on les croyait trop pharaoniques et qui finalement se sont mis en place d'eux-mêmes. Et je pense que cette crise a conforté notre confiance entre notre capacité à nous transformer. Et je pense que c'est ça qu'il faudra retenir de cette crise, c'est qu'on peut y aller. On peut aller dans le numérique, que toutes les générations peuvent y aller et que le rythme n'est pas forcément lent, mais que voilà, il faut juste être convaincu de ce que ça nous apporte et des opportunités que ça nous apporte. Est-ce que sans cette crise sanitaire, finalement, Future for Care aurait vu le jour ? Oui, parce que le projet était prévu avant. Je pense qu'il n'aurait pas eu la même dimension. Je pense que cette crise montre aussi tout ce qu'on vient de dire sur les opportunités du numérique. Elle met aussi au grand jour la fragilité de nos systèmes de soins. Et donc, elle appelle aussi à une certaine urgence pour essayer de trouver des solutions qui peuvent améliorer ces systèmes et les rendre viables quand ils sont sous pression, non seulement de crise, mais aussi de vieillissement de la population, de maladies chroniques. Et donc le numérique, je pense, peut aider à résorber une partie de ces problèmes. Et quand on parle de problématiques de l'hôpital public, est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions qui viendront aider l'hôpital public à accélérer dans le digital ? Mais c'est certain, il n'y a aucune raison que l'hôpital public ne soit pas transformé positivement par le numérique, et ça ne change pas les manières de faire pour les faire mieux, les faire plus vite et mettre de l'énergie ailleurs, les mettre au service du patient, le mettre au service de ceux qui accompagnent le malade, et pas à essayer de chercher un dossier perdu et à le passer au service d'à côté. Donc oui, évidemment, et c'est bien l'enjeu. Et alors comment on fait pour postuler à Future for Care ? Alors pas que j'ai envie de postuler, mais je me dis que... Alors il faut avoir une start-up. Oui, bah voilà, donc déjà... Il faut avoir créé sa société, il faut avoir développé un projet. Et il faut aller sur notre site futureforcare.com, y déposer un dossier, et notre équipe vous répondra et vous accompagnera dans un processus de sélection avec un jury qui se tiendra à l'automne. Et si vous êtes retenu, une rentrée dans nos locaux et pour la première promo d'ici la fin de l'année. Donc je rentre dans vos locaux et je bénéficie d'un accompagnement de combien de temps ? On n'a pas précisé ça au début. Alors c'est un accompagnement que nous, on vous offrira sur plusieurs années, sur 3 ans, mais libre bien sûr à la start-up qui tout d'un coup se sent assez grande de partir quand elle veut, mais c'est un accompagnement long, et sur 3 ans, ces process sont longs de commercialisation sur ces produits de e-santé, et donc on veut s'inscrire dans la durée et pas juste un petit passage éclair. Alors on en a parlé... aussi, pardon, pour développer un écosystème, il faut aussi prendre le temps de la rencontre, prendre le temps des échanges, et ça se fera dans la durée. On en a parlé tout à l'heure, mais les 4 entreprises fondatrices, je rappelle Sanofi, Capgemini, Generali, Orange, n'ont pas forcément vocation à prendre des parts dans ces sociétés à un moment ou à un autre. Elles peuvent aussi, on peut imaginer qu'elles aillent travailler, qu'elles se déploient de leurs propres ailes dès qu'elles seront prêtes. Non, absolument. Il y a effectivement des modèles d'incubateurs ou d'accélérateurs qui prennent des participations, en échange du programme d'accompagnement, prennent des participations dans les startups qu'elles accompagnent. Ce n'est pas notre modèle, et c'est un choix. Et c'est important pour justement laisser ces startups libres et de ne pas être affiliés à un des groupes. En revanche, c'est effectivement néanmoins tout un écosystème qui est fait pour faire travailler ensemble ces grands groupes, et donc c'est plus dans des partenariats qui seront noués ou des démarches de co-innovation que de la prise de participation. Alors l'objectif, pour conclure en quelques chiffres, Future for Care, dans un an, ce sera quoi ? Il y aura combien de startups, combien de projets qui seront incubés ? Alors dans un an, il y aura 150 startups, donc ça fait près de 1000 personnes. Vous avez les moyens, vous avez la capacité d'accueillir 150 startups dans le 13e arrondissement. Ouais, ce lieu au-delà d'être beau est grand, et donc il y a 6000 m², et donc c'est effectivement un lieu. La station F de la santé. C'est la station F de la santé. Voilà, ce sera un beau mot de conclusion. Agnès de Leersnijder, je ne sais pas, je reprononce bien votre nom. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Future for Care, un laboratoire d'innovation et un accélérateur de la e-santé. Agnès, merci beaucoup d'être venue nous parler, et c'était passionnant, et on en reparlera certainement dans les prochains mois. Un plaisir, merci à vous.